J'essaie de faire entrer ici en 2 heures que Rodney me propose 3 cours de 45 heures et 20 ans d'expérience et de développement d'expertise et de recherche sur le sujet. Donc, ce sera un survol très rapide de différents aspects. Si jamais vous avez d'autres besoins ou attentes, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat ou n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse échanger plus longuement peut-être là, dans le cadre de vos programmes spécifiques. Alors, je m'arrête ici pour la présentation. C'est assez. J'ai beaucoup de contenu pour vous, donc je démarre tout de suite sans plus tarder. Donc, voici ce que je vous propose comme plan de match. J'ai essayé de cibler les éléments qui m'apparaissaient peut-être les plus importants à partager ou les plus porteurs de réflexion, peut-être aussi ceux qui vont permettre d'aller vers une perspective peut-être plus transversale qui permet de transcender là, le champ spécifique de l'enseignement. Donc, on parle de l'accompagnement du développement des compétences. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce détour, d'aborder d'abord cette question des compétences puis de ce qu'est l'approche par compétences dans un programme de formation. Et puisqu'il est question des stages, eh bien, de parler de la formation en alternance et de la médiation qui est intimement liée à cette formation par alternance-là. Et ensuite, ça me permettra là, vraiment d'entrer au cœur du sujet de l'accompagnement en stage, de préciser d'abord ce qu'est un stage par rapport à une expérience professionnelle et de voir différentes postures, différents rôles, différentes habiletés d'accompagnement en stage. Et ensuite, au point 4 et 5, on pourra entrer de façon un peu plus spécifique là, dans certaines habiletés relatives à l'observation, le questionnement, la rétroaction, l'accompagnement de la réflexion pour soutenir le développement des compétences. Et on terminera avec le jugement évaluatif, donc aller peut-être un peu plus du côté là, de l'évaluation de façon un peu plus formelle. Et bon, je mets les questions ici. Je vais essayer de garder un temps à la fin, mais je vous invite, comme je le disais, à poser dans le chat vos questions en espérant que Rodney m'interrompe là où il y aura des questions spécifiques parce que je ne verrai pas là, la fenêtre de chat pendant que je présente. Merci, Rodney. Alors, avant de débuter, pendant que votre esprit n'est pas contaminé encore, j'avais envie de recueillir vos premières représentations peut-être de l'accompagnement, ce que ça représente pour vous. Bon, j'ai un petit problème ici, excusez-moi. Euh, donc, je vous propose d'examiner les images qui sont là et d'essayer d'identifier, de choisir une de ces images-là qui représenterait, illustrerait le mieux votre façon de concevoir votre rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice. Donc, vous voyez qu'il y a des petits numéros sur chacune de ces images en rouge. Alors, je vous invite à en repérer une qui vous interpelle particulièrement en espérant qu'il y en ait une au moins. S'il y en a plusieurs, ben là, il faut faire un choix. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, je vous invite à en repérer une, à bien l'identifier, à la noter peut-être. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est que je vais vous proposer d'aller dans Menti. Donc, si vous avez un téléphone à portée de main, vous pouvez simplement scanner le code QR qu'il y a là, ou vous pouvez vous rendre sur www.menti.com et vous entrez le code qu'il y a là, donc le 17607796. Et je vais vous proposer d'aller indiquer le numéro que vous avez choisi pour cette illustration. Donc, je vous laisse quelques minutes pour le faire. Là, moi, je vais enchaîner pendant ce temps-là, puis j'irai voir les résultats un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, je vous laisse avec ceci. Prenez le temps de noter si jamais ou de prendre le code et puis on poursuit.
Donc, premier élément sur lequel je voulais revenir, c'était vraiment la question de l'approche par compétence. Donc, avant de parler de l'approche par compétence, il faut qu'on se demande ce qu'est une compétence. Et là, j'ai envie de vous lancer la question. Je ne sais pas si certains d'entre vous seraient prêts à se lancer pour proposer leur définition personnelle. J'ai essayé ça au dernier atelier que j'ai donné pour le CIPU avec les étudiants. Les gens ne participaient pas beaucoup, mais en tout cas, je m'essaye quand même. On ne peut pas sortir la pédagogue de la fille. Ça fait que je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est, selon vous, une compétence? Quelqu'un qui accepterait de se lancer, de se commettre. Merci, 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 Evelyne. Je vous écoute. Désolée pour le petit délai à juste trouver la main là, entre Teams et Zoom des fois, parce que attends, je Ouais. vais raise my hand. Donc, Pardon. dans le fond, mais dans l'approche par compétence, je pense qu'il y a une notion que la compétence va au-delà de la connaissance. Là. Il y a aussi là, ça implique aussi une certaine maîtrise là, d'une qualité, ça peut être technique, comme ça peut être plus en termes de savoir-être aussi, là, de relation d'aide et tout ça. Donc, je pense que c'est que la personne, elle montre qu'elle a les connaissances requises, mais qu'elle est aussi capable de les mettre en application là, dans un contexte adéquat. Là. 100%. Merci beaucoup. Super. J'aime toujours ça quand quelqu'un peut définir les choses à ma place. Donc, effectivement, la compétence, elle implique des connaissances. Ça, c'est souvent comme une erreur que certaines personnes vont faire de dire, ben là, si on est dans les compétences, on oublie les connaissances. Non, 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 les connaissances sont importantes. Les ressources au sens large, hein, c'est-à-dire que ça peut être des ressources internes comme les connaissances, les savoirs qu'on va développer, mais ça peut aussi être des ressources externes. Donc, la compétence, ce qu'elle permet, c'est une mobilisation adéquate de ressources variées dans différents contextes. Donc, il y a vraiment la question de situer ce savoir-agir-là dans des contextes qui, eux aussi, devraient être variés. C'est aussi on parle d'une action, d'un savoir-agir qui est pérenne et stable, c'est-à-dire que ça ne devrait pas nécessairement fluctuer dans le temps. Ce qu'on veut voir quand une compétence est réellement développée, c'est qu'il y a une stabilité qui va s'installer. Donc, on est capable d'agir de façon adéquate dans différents contextes. Tout cela, ben, au fil du temps, même si la compétence, elle peut toujours se développer. Hein. C'est comme on n'arrive jamais au niveau final de développement de la compétence. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut peaufiner dans le temps. Il y a un très bon texte d'ailleurs de François Guillemette sur ce sujet-là où on fait vraiment l'exploration approfondie du concept et de ce que ça représente avoir un programme qui s'appuie sur une approche par compétences. De leur côté, Gouin et Hamel font une synthèse des différentes caractéristiques d'une compétence. Donc, il y a cette idée que le concept est intégrateur et combinatoire, c'est-à-dire qu'il va intégrer un ensemble de ressources qui sont diversifiées. C'est développemental, évolutif sur une longue période de temps, donc ça bouge dans le temps. On peut aussi voir à travers cette évolution-là qu'on intègre de plus en plus de composantes. Hein. Donc, la compétence, elle se complexifie dans le temps. C'est contextuel, donc ça se rapporte à une famille de situations. D'ailleurs, il y a des programmes dans lesquels on va travailler à partir d'activités professionnelles, de catégories d'activités professionnelles qui vont mobiliser différentes compétences. Donc, il y a vraiment cette idée-là de famille de situations dans lesquelles on va mobiliser ces compétences-là. Ça s'appuie sur une pratique réflexive. Et là, vous allez voir, moi, je vais utiliser davantage le terme réflexion sur la pratique. D'autres personnes vont parler de réflexivité. Toujours est-il qu'il y a une action réflexive au cœur du développement des compétences, une prise de recul qui va permettre de prendre conscience de comment cette compétence va évoluer, dis-je. Et elle se déploie dans une certaine autonomie. On ne peut pas être compétent à la place de quelqu'un d'autre. Hein. Il faut que la personne porte elle-même cette compétence-là et ce savoir-agir-là.
une fois qu'on a dit tout ça, c'est sûr qu'il y a des implications si on veut s'inscrire dans une approche par compétence. Donc, première chose, c'est que ben, il va falloir, dans une profession donnée, identifier les compétences clés qu'on veut développer. Donc, dans un programme de formation, par exemple, il va falloir cerner peut-être un référentiel de compétences à partir duquel on va travailler. Je m'arrête ici parce que j'aborderai ce que je veux dire dans un autre point. On doit adopter une perspective de progression. Je disais que la compétence est évolutive, développementale, donc il faut qu'il y ait cette idée de complexification à mesure qu'on va avancer dans le temps. Il faut qu'on puisse accorder une place à l'erreur, qu'on conçoive l'erreur comme un défi qui permette le développement de ces compétences-là. Pouvoir à favoriser le sentiment d'efficacité personnelle, travailler sur les sources de ce sentiment d'efficacité-là, déterminer des trajectoires de compétences selon la structure du programme. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que dans un programme donné, il y a différents morceaux qui vont permettre de développer une compétence. Donc, on ne va pas dans un cours développer une compétence nécessairement. Il va y avoir ce qu'on appelle des trajectoires de compétences. Donc, au fil du temps, nous, par exemple, en enseignement, on a des programmes qui sont échelonnés sur 4 années. Donc, on va voir les compétences évoluer au fil de ces années-là, que ce soit en stage ou dans les cours. Et il y a différents cours qui vont contribuer au développement de chacune des compétences. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir une concertation, une approche qui est harmonisée pour l'ensemble des cours, des stages et des acteurs qui vont être impliqués dans la formation. Il faut qu'on voit non seulement à l'acquisition de ressources, donc de connaissances, comme le disait Evelyne, mais il faut aller plus loin et essayer de travailler à la mobilisation de ces différentes ressources-là. Donc, souvent, une répartition qu'on va faire, c'est dans les cours, on va apprendre les aspects théoriques, les connaissances, puis dans les stages, on va faire de la mobilisation. Ça pose certains enjeux, là, je reviendrai sur ces éléments-là, mais c'est un peu cette idée que ce n'est pas suffisant d'acquérir des ressources, il faut aller plus loin et accompagner les personnes dans la mobilisation pour favoriser le transfert de ces compétences et de ces connaissances-là. Ça va jusqu'à maintenant? Rodney, tu ne m'arrêtes pas, alors j'imagine que ça va pour l'instant. C'est juste les bases, hein? Donc, on fait juste mettre la table. On a mis la nappe puis les couverts, là, on s'en vient avec l'entrée puis le plat principal. Donc, si j'entre dans cette amorce sur la formation en alternance et la médiation, à partir du moment où, dans une formation, on veut impliquer différentes modalités, donc par exemple des cours, des stages. On veut impliquer différents lieux de formation, par exemple l'université et le milieu de pratique. On veut impliquer différents acteurs dans cette formation-là. Donc, nous, dans les programmes en enseignement, on a généralement ce qu'on appelle la triade de stage. On a la personne stagiaire, on a la personne enseignante associée qui est le praticien du terrain qui accueille la personne stagiaire dans sa classe souvent, ou en tout cas dans son école, parce qu'il y a certains stages qui se font en situation d'emploi. Et on a la personne superviseur de stage ou superviseur universitaire qui est vraiment le lien entre le milieu universitaire et le milieu de pratique. Donc, quand vous allez m'entendre parler de superviseur, pour moi, ça veut dire la personne chargée de cours, superviseur, qui va dans le milieu faire des visites d'observation, ce genre de pratique-là. Donc, je sais que dans d'autres programmes, un superviseur, c'est celui qui accueille dans le milieu. Alors là, juste peut-être comme placer ces éléments-là avant toute chose. Il y a aussi des fois d'autres personnes qui sont impliquées dans, bien évidemment, dans la formation. Il y a toutes les personnes chargées de cours, professeurs qui donnent les cours. Mais il y a des personnes qui donnent des cours qui sont plus spécifiquement liés au stage, comme des séminaires. Il y a aussi des fois les directions d'établissements, d'établissements scolaires, d'écoles, qui vont être impliqués dans l'accompagnement, l'évaluation du stage. Donc, il y a d'autres acteurs aussi qui gravitent autour de la personne stagiaire. Et là, quand on implique toutes ces différentes personnes, ces différents milieux, ces modalités aussi, mais on peut parler de différents types d'alternance.
Donc, il y a une alternance où on va simplement juxtaposer les différents morceaux de la formation. Donc, l'idée, c'est vraiment une logique de succession sans qu'il y ait nécessairement des interactions entre, là, je vais parler en termes dichotomiques, là, mais entre théorie et pratique. Donc, par exemple, on complète un programme, puis à la fin du programme, on a un stage. Ça serait vraiment, on juxtapose. On a une dimension plus théorique et pratique, mais ces dimensions-là n'entrent pas vraiment en dialogue ensemble. Il n'y a pas nécessairement de contact entre les deux milieux de formation. Ensuite, on a un type d'alternance qu'on appelle d'application. Donc, ce qu'on veut dans ce type-là, c'est que finalement, le milieu de pratique est vraiment un milieu qui va servir qui va être utilitaire, finalement, instrumentalisé pour appliquer les apports théoriques qui auront été reçus dans le cadre de la formation à l'université. Donc, il y a vraiment à ce moment-là un rapport unidirectionnel, là, ça va de l'université vers le milieu. Puis, c'est ce que Mess va appeler, va caractériser de fausse alternance. Donc, on fait semblant qu'il y a une interaction, mais ça va juste dans un sens. Donc, il n'y a pas là non plus vraiment de dialogue entre les milieux. Ce qu'on va essayer de privilégier en termes de retombées sur le développement des compétences, c'est d'aller un peu plus vers l'alternance associative ou idéalement intégrative. Donc, comment ça s'exprimerait? Dans l'associative, ce qu'on voit, c'est vraiment un plus grand partenariat entre les deux milieux de formation qui vont viser des objectifs communs. Donc, il y a quand même, on se retrouve autour de certains objectifs communs, mais il y a quand même certaines limites au sens où c'est une apparence d'équité, mais il y a quand même le milieu de formation universitaire qui va leader, si on veut, là, ce type d'alternance-là. Ce vers quoi on pourrait souhaiter d'aller, c'est une alternance qui est davantage réelle, où ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de cultiver l'interaction, le dialogue plus, je veux dire, réciproque entre les deux milieux. Donc, vraiment, non seulement des objectifs déterminés par le milieu de formation universitaire, mais déterminés comme de façon conjointe entre les deux types de milieux de partenaires. Mais ça nécessite du temps, beaucoup de concertation, des compromis. Donc, est-ce qu'on est capable d'y arriver? Je ne sais pas, même en formation à l'enseignement où on fait des stages depuis longtemps, on essaie vraiment de s'inscrire dans cette logique d'alternance intégrative. Il y a encore des failles, puis c'est pas nécessairement, ça ne se réalise pas nécessairement de façon aussi idyllique. Donc, voici un peu ce à quoi on pourrait s'attendre. Si on veut aller davantage vers une alternance qui est intégrative ou associative, à tout le moins, il faut qu'on ait une démarche de médiation entre les personnes, entre les milieux de formation et entre les différents types de savoirs qui font en sorte qu'une personne va pouvoir devenir compétente. Donc, essentiellement, cette médiation-là, c'est de contribuer à l'établissement de bonnes relations entre la personne, les objets d'apprentissage, entre les milieux, entre les différents acteurs qui vont être concernés. Donc, vous voyez un peu le schéma qui est proposé par Dionne et collègues où on a cette logique dichotomique de milieu universitaire où il y a les savoirs théoriques, puis milieu pratique où il y a les savoirs plus d'expérience, les savoirs pratiques, le travail réel, la vraie vie, comme nos étudiants aiment le dire. Donc, on voit un peu là, cette dichotomie-là, puis des fois, on est coincé dans cette dichotomie-là. Donc, je vais quand même vous proposer des pistes pour essayer de sortir de cette vision à deux perspectives uniquement. Je vais y arriver là, sur les types de savoir dans quelques instants. Juste mentionner que c'est souvent le rôle pour nous du superviseur de stage, donc la personne qui relève de l'université et qui va aller faire les visites dans le milieu, d'établir cette médiation-là. Et la médiation, elle va s'exprimer sur trois
trois angles. Un angle relationnel, donc être médiateur entre la personne enseignante associée et la personne stagiaire. Être médiateur d'un point de vue pédagogique, donc essentiellement intégrer l'ensemble, aider la personne stagiaire à intégrer l'ensemble des savoirs relatifs à la profession, et institutionnel au sens où on va s'assurer de créer un lien entre les deux lieux de formation, les contextes, les exigences relatives à chacun des milieux. Donc, vraiment, il y a pour nous une personne qui est spécifiquement responsable de cette médiation-là, ou porteuse, je vais dire, de cette médiation-là. Je disais tout à l'heure, ça peut être assez intéressant d'essayer de sortir de la dichotomie théorie-pratique. Et un des angles que moi j'ai trouvé dans les dernières années, c'est de travailler plutôt à partir des types et des sources de savoir. Bon, là, c'est évidemment des savoirs relatifs à la profession enseignante. Vous en avez sans doute des repères de cet ordre-là dans votre propre domaine. Donc, j'ai repris ici deux tableaux où on distingue, par exemple, les savoirs scientifiques, les savoirs académiques, prescriptifs, issus de la pratique et de vulgarisation. Et ces savoirs-là peuvent être tirés, bien, peuvent représenter différents types de savoirs. Donc, il y a des savoirs à enseigner, des savoirs pour enseigner. Donc, finalement, ce que ça nous permet de dire, c'est que, bien, par exemple, des savoirs pour enseigner, j'ai besoin d'en acquérir certains à l'université dans mes cours, mais j'ai aussi besoin d'en acquérir certains dans le milieu ou les milieux de stage que je vais côtoyer. Donc, si je parle, par exemple, des savoirs concernant les apprenants, bien, il y a tout ce que je peux apprendre avec les théories du développement. Donc, bien comprendre que ce soit avec les enfants ou les adolescents, bien comprendre ce développement-là au point de vue cognitif, langagier, socio-affectif, psychologique. Mais il y a aussi des savoirs sur les apprenants que je vais côtoyer dans un contexte de stage donné. Donc, ça fait en sorte que tous les milieux à ce moment-là et tous les acteurs peuvent être porteurs des différents types de savoirs dont je vais avoir besoin pour pouvoir développer mes compétences relatives à ma profession. Donc, ça peut être une piste qu'on utilise là, pour favoriser ce type de médiation-là. Je pense que j'arrive au bout ici. Donc là, je veux profiter pour regarder Rodney pour voir s'il y a des questions à ce moment-ci, ou en tout cas, vous laissez la chance de poser la question si vous avez besoin, envie, en tout cas, bref. Je laisse une petite seconde. Je ne vois rien. Je file. Bon, d'accord. On poursuit alors. On entre dans le vif du sujet. Donc, l'accompagnement en stage. Puis, en premier lieu, ce qui était important pour moi, c'était de clarifier, bien, c'est quoi un stage? Donc, il y a souvent cette confusion-là, et moi, je le vois beaucoup ces temps-ci avec tous les changements qui se passent avec notre gouvernement, avec la loi 23 qui est passée récemment, où on essaie de retoucher la formation initiale à l'enseignement, et on confond beaucoup l'idée que, ben, il y a pénurie d'enseignants, donc il y a des gens qui se lancent dans l'enseignement sans être qualifiés, donc ils vont chercher une expérience, donc pas besoin de stage parce qu'ils ont déjà des expériences de toute façon. Or, un stage, c'est pas, bien que c'est une expérience pratique, pardon, bien que c'est essentiel au développement des compétences professionnelles. Comme le disent Lapointe et Guillemette, la seule accumulation d'expérience n'est pas garante du développement des compétences. Donc, c'est un peu cette idée qu'apprendre sur le tas ne suffit pas. Tu sais, je ne peux pas juste lancer quelqu'un dans une profession et espérer que les compétences se développent magiquement d'elles-mêmes. Donc, un stage, pour que ça favorise réellement le développement des compétences, il faut que ça soit accompagné, premièrement. Donc, il faut qu'il y ait une personne qui puisse soutenir la personne qui est en apprentissage, et il faut qu'il y ait un processus réflexif qui accompagne
cette expérience-là. Donc, s'il n'y a pas de réflexivité, bien à ce moment-là, il n'y aura pas nécessairement d'apprentissage qui vont permettre de développer, de favoriser le développement des compétences. Donc, pour Pernou, cette réflexivité-là, c'est vraiment le moteur cognitif de la formation elle-même. Ça n'a pas été la seule personne à le dire d'ailleurs. Donc, il faut vraiment distinguer ces deux éléments-là. Si je veux proposer un stage, ben, ce n'est pas simplement lancer la personne dans le milieu de pratique puis croiser les doigts pour que les compétences se développent. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'accompagnement? Ah, j'aurais dû vous poser la question avant de, avant de vous mettre la diapo. Mais bon, trop tard, j'ai appuyé sur le bouton. Je retiens ici la définition de Paul ben, il fait plusieurs travaux sur ce sujet-là, Maëla Paul, qui a d'ailleurs un texte très intéressant sur la nébuleuse de l'accompagnement, parce que bien souvent, quand on parle d'accompagnement, c'est la raison pour laquelle je vous ai lancé ces images en début de rencontre. Ben, on a toutes sortes de termes qui viennent dans notre tête. On a du mentorat, du tutorat, du coaching. Donc, tout ça rentre un peu dans la conception qu'on va avoir de ce qu'est l'accompagnement. Puis, ben, en fait, ces postures-là vont engendrer des actions qui sont différentes, vont susciter des apprentissages qui sont différents aussi auprès des personnes qu'on accompagne. Donc, c'est quand même important de s'entendre sur ce que ça représente pour nous, l'accompagnement. Donc, je retiens cette définition-là qui est reprise dans plusieurs travaux qui portent sur l'accompagnement. Donc, où Paul indique que finalement, accompagner, c'est se joindre à quelqu'un, donc une dimension éminemment relationnelle, pour aller où il va, pas où je choisis qu'il aille, où il va, donc une dimension temporelle, opérationnelle, en même temps que lui, donc à son rythme, lui ou elle, évidemment, à son rythme, à sa mesure, à sa portée. Donc, si je veux vraiment être dans une posture d'accompagnement, je dois partir de l'autre. Donc, ce n'est pas moi qui va déterminer nécessairement les objectifs, la façon, les moyens de les atteindre, ce qui doit être fait pour que la personne développe ses compétences. Bien sûr, il peut y avoir un rôle de conseil qui est là, mais la personne doit vraiment être au cœur de son processus. Il doit y avoir une motivation qui est portée par la personne elle-même pour qu'on puisse vraiment aller vers un développement de compétences. Ça va jusqu'ici, pas de désaccord majeur. C'est bon. Donc, il y a plusieurs postures qu'on peut adopter pour être dans cette dynamique d'accompagnement. J'ai repris ici le travail de la collègue Isabelle Vivny sur l'accompagnement qui se passe plus au moment de l'insertion dans la profession, mais il y a quand même plusieurs éléments qui, je pense, peuvent être utiles à notre réflexion. Donc, elle distingue différents types de postures qui, je pense, s'utilisent bien au moment où on accompagne des personnes qui sont un peu plus en fin de parcours, soit dans la formation initiale ou qui débutent là, dans la profession. Donc, là où on a interagir davantage avec des collègues que des étudiants qui sont toujours en formation. Donc, elle distingue une posture de soutien, donc tout ce qui relève de l'écoute, du soutien émotionnel, de la compréhension, de l'empathie qu'on va avoir pour l'autre. Une posture de facilitation de l'agir enseignant dans notre cas, mais l'agir professionnel. Donc, ce qui va être spécifiquement lié au savoir, aux compétences professionnelles. Une posture de facilitation culturelle où on va amener la personne à s'intégrer dans la profession, dans le milieu. C'est ce que d'autres auteurs vont appeler la socialisation organisationnelle. Donc, s'approprier les normes explicites, des fois implicites, de la profession.
Ça va faire partie de la facilitation culturelle. Et la posture critique, où on va peut-être accompagner un peu plus la personne là, dans toute cette dimension réflexive que je mentionnais tout à l'heure. Donc, les remises en question qu'on peut avoir, le questionnement, la mise à distance, la prise de recul par rapport à la pratique, bien, si on soutient dans ce sens-là, c'est qu'on adopte davantage une posture critique. Là, je vais vous dire aussi au passage que je vais vous rendre les diapos disponibles, là, donc vous n'avez pas besoin de prendre des notes à vous en casser le poignet. Ne vous inquiétez pas, ça vous sera partagé. Il y a aussi d'autres auteurs qui ont travaillé sur les différents types de soutien qu'on pouvait apporter. Parmi d'autres, ils ont distingué deux principaux types de soutien. Un soutien d'ordre émotionnel qui va davantage être orienté sur la personne, qui va lui permettre de construire sa confiance, son sentiment d'efficacité personnelle, de le rassurer, de le sécuriser. Où on va mobiliser peut-être plus des éléments relatifs à l'empathie, la disponibilité, vraiment qu'on on est dans les relations interpersonnelles, puis la dimension humaine du soutien qu'on va apporter. Ou alors, on peut être dans l'assistance à la tâche. Donc, avoir un accompagnement qui va être davantage orienté sur la pratique elle-même, qui est relié à la tâche spécifique qu'on va avoir à faire, au savoir, aux habiletés, savoir-faire, savoir-être, compétences professionnelles qu'on va devoir mettre en œuvre. Donc, ces deux types de soutien-là, je dirais, c'est pas comme un ou l'autre. Je pense qu'il faut comme un peu des deux quand on accompagne des stagiaires, mais ça nous permet de voir un peu là, quelle teinte ou quelle couleur là, l'accompagnement peut prendre. La même équipe de chercheurs dans des travaux subséquents ont distingué, au-delà de ce soutien émotionnel et d'assistance par rapport à la tâche là, que je viens de préciser pour clarifier les choses, vont nous parler d'habiletés mentorales qui vont être soit directives ou non directives. Donc, par exemple, si je vais là, à droite du côté des habiletés directives, quand je donne des informations, quand je donne un conseil, quand je fais une rétroaction, je donne une opinion positive ou négative à la personne, bien là, je suis davantage dans des habiletés qui sont directives. Mais je peux aussi utiliser des habiletés qui sont non directives. Donc, écouter la personne, résumer ce que j'ai compris, par exemple, d'un échange qu'on peut avoir, questionner. Puis là, j'ai envie de mettre questionner avec des gros néons parce que moi, c'est mon habileté préférée à utiliser. Euh, donc, j'y reviendrai là, sur le questionnement dans quelques diapos. Donc, tout ça, c'est ouvert, guidé aussi vers la recherche d'alternatives sans les proposer nous-mêmes. Donc, tout ça s'inscrit davantage là, dans des habiletés non directives. L'idée, c'est pas nécessairement, moi, je vous ai partagé une préférence que j'ai, mais c'est pas nécessairement, bien, il y en a des meilleurs que d'autres, puis qu'il faut jamais ou toujours utiliser. L'idée, c'est de voir qu'il y a une variété d'outils qu'on peut utiliser, de stratégies qu'on peut utiliser et il faut être capable de les manier de façon à s'ajuster, à avoir une approche différenciée, fait qu'à s'ajuster soit à la progression de la personne stagiaire dans son cheminement. Donc, nous, par exemple, en enseignement, bien, on a 4 années de baccalauréat, 4 stages répartis sur ces 4 années-là, avec une progression dans la durée, dans la complexité, dans les responsabilités des stages. Donc, on n'aura pas le même accompagnement en stage 1 qu'on va avoir en stage 4. Donc, tout dépendant de là où la personne en est dans son cheminement, ça peut varier. Ça peut varier en fonction du contexte de stage. Aussi, il y a des contextes qui sont plus complexes que d'autres. Là où la personne, on va peut-être être en questionnement puis en recherche d'alternatives au départ, mais à un moment donné, elle peut venir à bout
de pistes de solutions, puis elle a besoin un peu plus de conseils puis de ressources qu'on pourrait lui proposer. Donc, tout dépendant du contexte de stage et tout dépendant aussi de la personne elle-même, de ses caractéristiques, de ses besoins spécifiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller puiser dans l'ensemble de ces habiletés-là pour être capable d'accompagner au mieux la personne. Ça va toujours bien? C'est toujours bizarre pour moi de juste comme parler à sens unique. Donc, vous m'excuserez, je suis agaçante à vous demander trop de questions, mais enfin. Ensuite, il y a aussi, vous voyez ces habiletés-là qu'on peut, revoir un peu là, sous des formulations différentes à droite ici. Mais ce que j'aime de ce modèle-là qui est proposé par Colonisi et collègues, c'est qu'on est capable de dégager aussi différentes postures, rôles mentoraux qu'on va jouer aussi de façon plus globale. Donc, je vous disais, il y a des habiletés qui sont directives, non directives. Tout dépendant où je me situe là-dedans, si j'ai une approche qui est davantage directive, que je laisse moins de place à la personne stagiaire, bien, vous voyez que je vais peut-être être un peu plus dans un rôle d'imposeur. Donc, je vais dire à la personne, bien, voici, fais comme ceci ou fais comme moi. Je te montre, vous voyez un peu là ici, je te montre, je t'explique. Ce sont des interventions que je peux faire où je vais peut-être plus me situer dans un rôle d'imposeur. Puis là, comme je le disais, ça peut jouer en fonction de nos préférences, en fonction des besoins de la personne, en fonction des défis qui sont rencontrés dans un stage donné ou du moment où la personne en est dans son cheminement. Même dans un stage, je peux au départ imposer davantage, puis ensuite me retirer, puis être moins directive. Donc, ces éléments-là peuvent vraiment varier. Alors, imposeur, c'est plus, je te dis, je te montre, je te conseille, fais comme ceci. On cherche plus à avoir un certain contrôle là, sur ce que la personne va réaliser. Ensuite, il y a l'organisateur. Donc, c'est la personne qui va donner un peu un plan de match. Tu sais, je te propose déjà de faire ceci, ensuite cela. Donc, elle nous aide un peu à systématiser la marche à suivre ou les actions qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, le co-constructeur, ben, on fait ensemble. Donc, par exemple, dans la pratique de l'enseignement, on peut se dire, on va planifier ensemble, on va animer une activité ensemble. Donc, cette idée-là, c'est vraiment ce qui va être valorisé, c'est vraiment une collaboration entre la personne formatrice et la personne stagiaire. Le facilitateur, c'est la personne qui va dire vas-y, lance-toi, mais je suis là en cas de besoin. Donc, je t'ouvre les portes, je te propose des choses, je te donne accès à des ressources, tu fais tes choix, puis je demeure disponible si tu as besoin de quoi que ce soit. Et l'émancipateur, lui, va vraiment lancer la personne, je te fais confiance, tu es capable, va beaucoup travailler sur le renforcement de la confiance, du sentiment d'efficacité personnelle, va amener la personne à faire ses propres choix. Donc, il y a vraiment là une intention de développer davantage l'autonomie des personnes. Et quelque part, plus on va avancer dans le cheminement de formation, plus on va essayer d'aller vers ces éléments-là pour être capable de faire en sorte que la personne puisse elle-même réaliser ses propres choix. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment l'autodétermination de la personne. Donc, on voudrait être capable d'aller graduellement vers ça, mais ça dépend toujours des contextes de stage. Il y a des contextes de stage, par exemple, qui ne permettent pas de laisser la personne vraiment à elle-même. Ce n'est pas tout à fait laisser à elle-même, ce serait peut-être un peu extrême comme perspective, mais la personne stagiaire devient vraiment celle qui dirige, là. Donc, vous le voyez un peu aussi dans les cadrans, là. Plus on est proche du formateur, plus on est dans l'imposeur, plus on se rapproche du stagiaire, plus on est dans le rôle de l'émancipateur. Donc, il y a un peu comme ces réflexions-là qu'on peut avoir. OK. Avant d'enchaîner sur la suite des choses, parce que là, on a parlé de l'accompagnement et puis
des différents rôles. Donc, j'avais envie de vous redemander à ce moment-ci, puis je vous laisse ça quelques instants, mais je voulais revenir au Menti. Donc, je vais arrêter le partage d'écran juste pour aller chercher les résultats du Menti. Mais de repenser à cette image que vous aviez choisie et d'essayer de faire cette association entre votre image et le rôle que vous voyez, les rôles que vous voyez ici, là. Donc, si je me situe à gauche, est-ce que mon image que j'avais choisie au départ, là, qui représente pour moi l'accompagnement, est-ce que je pourrais la classer dans l'un ou l'autre de ces rôles-là? Est-ce que je vois un de ces rôles-là qui ressort davantage? Est-ce que c'est plus comme l'imposeur, l'organisateur, le co-constructeur, le facilitateur ou l'émancipateur? Donc, je vous laisse y réfléchir une minute pendant que j'arrête le partage et que je vais chercher le Menti parce que je veux voir ce que vous aviez, ce que vous aviez choisi. Que je vous partage les résultats. Euh, donc, ben, ce qui ressort davantage, ce sont, je me prends des notes là, pour qu'on puisse y revenir, 3, 17, 19, Monsieur Miyagi. Tout le monde a bien spoté Monsieur Miyagi. 24, 37, 34, 10 et 12. Ben, elles sont presque toutes là, hein? Puis là, je vais revenir à mon... Bon, ce sera pas long, là, j'ai un petit problème d'affichage. Alors, je reviens à nos images de départ. Puis on va essayer de peut-être en discuter ou échanger sur les rôles qu'ils représentent. Donc, je vais me remettre comme ça. Voilà, OK. Ça va, vous voyez bien? Oui, OK. Il fait beaucoup de manipulations. Donc, je disais les trois qui sont ressortis davantage, c'est la numéro 3, la numéro 17, c'est le numéro 17, ici au centre, et la 19, donc l'éclairage. C'est ce qui sort le plus. Mais bon, on a vu M. Miyagi. J'ai vu comme, je pense, au moins une personne qui a identifié presque l'ensemble des photos. Donc, si on revient à nos rôles, est-ce que vous voyez là-dedans davantage d'imposeurs, de facilitateurs, d'émancipateurs, de co-constructeurs? Qu'est-ce que vous pourriez associer à ces différentes images-là? Comment vous les voyez? Si quelqu'un a envie de se lancer, ça serait fantastique. Salut, Allô? oui, c'est Stéphanie. Puis Oui, moi, je vois la 5 comme étant peut-être une imposeur. Donc, tu sais, on suit le plan à la lettre. oui, on suit le plan que le coach a décidé. En tout cas, dans ce cas-ci, c'est le coach qui a l'air de parler. Merci. Evelyne? Est-ce que ça peut être deux fois deux qualités? Tu sais, est-ce que ça peut être comme facilitateur et émancipateur en même temps? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je pense que dans le fond, de contribuer à la confiance en soi, ça aide à faciliter aussi le chemin. Là, parce qu'au début, oui, on les accompagne peut-être de façon un petit peu plus étroite. À un moment donné, il faut qu'ils prennent l'autonomie puis de la distance, mais c'est par de la validation positive qu'on a observé quand ils ont fait la technique supervisée, par exemple, qu'ils font que la fait d'après, on dit ben, c'est beau, tu peux y aller tout seul. Là, des fois, ils vont peut-être être un peu stressés. T'es sûr? C'est tout ça. Puis oui, oui, t'es prêt, Gant, je viens de t'observer. Fait que pour moi, il y a un rôle de facilitateur aussi là-dedans, de montrer la voie à suivre vers l'autonomie. Fait que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que celles qui vont vers, que ce soit l'image numéro 3 ou la 15 aussi, ou tu sais, c'est ça, même 19 aussi, mais c'est bon, le berger, là, moi, je trouve que ça ressortait beaucoup dans plusieurs, mais l'idée de je t'aide à faire du sens de tout ça, de suivre les bonnes étapes, de t'assurer, ben, dans notre cas, moi, je suis ancienne infirmière, là, fait que ça serait d'être sécuritaire. Ne serait Oui, pas quelqu'un en stage aller faire une technique qu'il ne connaît pas, qui pourrait présenter des risques pour la clientèle. Donc, on a une responsabilité d'assurer la sécurité des patients aussi. Donc, c'est ça. Mais il faut un jour, ils vont pratiquer tout seuls, puis ils n'auront pas quelqu'un à côté d'eux. Il faut qu'il y ait les bons réflexes s'ils font face à une situation qui est nouvelle pour eux, parce qu'on ne peut pas tout voir en stage. Donc, c'est de oui. donner des outils, je pense, à travers tout ça. Là. Oui, puis tu sais, j'aime bien que vous contextualisiez ce que vous dites parce qu'il y a aussi évidemment toute une question de risque.
Tu sais, les risques en sciences infirmières puis en éducation ne seront pas tout à fait les mêmes, là. Tu sais, si je fais une erreur avec un enfant que je n'ai pas tout à fait la bonne intervention, bien sûr, ça peut causer des dommages, mais il y a un rattrapage qui peut se faire. Tu sais, je peux reprendre les choses d'une autre façon puis corriger mon intervention, alors que ben, si quelqu'un meurt à cause de mon intervention, il n'y a pas de retour en arrière, là. Donc, il y a C'est vraiment plus difficile, effectivement. des fois, il faut aller probablement vers l'imposeur parce que ben là, c'est une question de sécurité puis de survie de la personne. Donc, effectivement. C'est là qu'on devient l'image numéro 5, on se fait un game plan, qui a quel rôle, puis let's go, on réanime. Là, on tombe en mode numéro 5. C'est ça, exactement. Là, il n'y a pas de niaisage, c'est comme on impose, on y C'est va, ça. là. C'est qui lead, puis 3, 4, 3, on y va. Super, merci. Ottilia? Oui, d'abord, je m'excuse, j'avais mis le numéro 37 et je vois maintenant que c'est 34. Oh, il n'y a pas de problème. C'est moi qui avais mis 37, je me suis trompée. Alors, pour moi, la 34, ça irait avec la co-construction. On fait ensemble. Il n'y en a pas un qui reste en bas. Si tu as besoin de monnaie, on y va et puis on y va ensemble. Alors, voilà, c'est l'association que j'ai faite. Merci beaucoup. Super, merci. Joël? Moi aussi, j'étais dans la co-construction, mais avec l'image 12. Je trouvais, ben, quand j'ai vu l'image, c'est ce que je me suis dit. Puis, bon, Ouais. ben, moi, c'est le domaine de la kinésiologie, où est-ce que quand on fait de l'intervention avec des gens par l'activité physique, il n'y a pas une seule manière de le faire. Et, tu sais, la vision que moi j'ai prise, ben, c'est peut-être une vision qui est aussi valable que celle de mon stagiaire, tant qu'il m'explique pourquoi. Fait que j'aime le fait qu'on a chacun nos idées qui débordent un petit peu, mais quand on met ça en commun, on peut arriver à une solution qui est plus intéressante. Évidemment, c'est pas tout ce qui se fait en stage, là, mais c'est ce qui m'avait parlé au début. Quand j'ai vu qu'au constructeur, je me suis dit, c'est exactement ce que je voyais dans l'image quand tu l'as présenté. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme, tu sais, c'est des dialogues de veine. Ouais. Fait qu'il y a comme, il y a la couleur, le turquoise qui apparaît comme au milieu. Puis là, ouais, c'est ce qu'on bâtit ensemble. Donc, tu sais, tu as raison de dire, ça peut varier, là, c'est pas la seule chose qui se passe en stage, mais c'est un peu d'identifier a priori qu'est-ce qui vous interpelle davantage. Fait que c'est normal de voir aussi qu'on va avoir peut-être une tendance plus grande à aller vers l'une ou l'autre de ces postures ou l'un ou l'autre de ces rôles-là. Il y a des choses qui vont nous venir plus naturellement. Donc, déjà, d'être capable d'identifier ça, puis aussi de voir que, OK, ben, tu sais, moi, j'ai l'habitude d'aller là, mais j'ai conscience aussi que ça ne va pas répondre toujours aux besoins pour les différentes raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, d'être capable d'explorer aussi d'autres postures à certains moments, ben, ça peut nous permettre d'encore mieux accompagner là, nos stagiaires. David. Ottilia, vous aviez encore la main, mais je pense que c'était une vieille main. Elle est au téléphone. Alors, David. Oui, l'arrosage, là, le 3, j'aime bien là, cette idée d'arroser, donc de fournir des éléments de réflexion, mais laisser la réflexion aux stagiaires, et on arrose par des remarques, etc. Mais en même temps, ça me fait penser que, comme vous le disiez tantôt, les étudiants en éducation, je suis en éducation aussi, OK. ils veulent des réponses concrètes, et en fait, c'est des années. Et moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai fait cet âge-là, je voulais aussi des réponses concrètes la formation m'énervait à l'époque. Et c'est plus tard qu'en fait, il y a cette réflexivité qui se fait. Alors, il y a ce décalage dans le temps, parce qu'au moment où ils sont stagiaires, où ils sont encore très jeunes, là, en fait, idéalement, il faudrait le 3, mais voilà, je ne sais pas si c'est ça qui se passe, quoi. On a quand même ce blocage. On fait face à un mur. Enfin, je parle en éducation, hein, je ne parle pas dans les Ouais. autres domaines que je ne connais pas du tout, hein. Mais en éducation, où voilà, il y a cette peur d'affronter la réalité de la salle de classe et la réalité du métier. Donc, du coup, on veut des réponses concrètes, rassurantes, et on ne veut surtout pas être dans la réflexivité. Et en disant ça, je me revois moi aussi il y a quelques années, quoi, voilà. Ouais. Donc, il y a ce décalage de temporalité. J'avoue personnellement que je ne sais pas trop comment gérer. Oui, bien, c'est tout à fait juste, hein. Puis bon, je vous donnerai certaines pistes, mais ça n'empêche pas que effectivement, on fait face à certaines résistances. Puis je le dis pour les stages, mais c'est aussi le cas pour les cours, là. Moi, j'ai quand même une approche. Aujourd'hui, bon, je vous parle beaucoup, là, c'est unidirectionnel ou presque. Mais moi, je fais beaucoup de réflexions avec mes étudiants, beaucoup d'échanges. Je ne suis pas
pas tellement dans un mode magistral où c'est moi qui donne. Je me place rarement dans ce rôle de l'imposeur, mais il y a des étudiants qui n'aiment pas ça du tout. C'est comme la prof connaît, mais elle ne veut pas nous dire. Donc, ils aiment être dans cette posture un peu plus passive où on leur dit qu'est-ce qu'il est bon de faire, puis on va leur conseiller les choses. Donc, ils veulent qu'on joue le rôle d'imposeur, des fois malgré nous. Puis on peut les comprendre parce que c'est ça, il faut développer cette confiance puis ce sentiment d'efficacité-là. Et tant qu'on ne se lance pas puis qu'on ne fait pas soi-même, qu'on ne prend pas soi-même certaines décisions, bien, on est comme un peu dans l'incertitude. Donc, c'est de leur apprendre aussi à vivre avec cette incertitude-là. Ça, c'est comme un autre, un apprentissage d'un autre niveau. Mais je reviendrai là, sur certaines pistes pour cultiver ça. Pour moi, ça va beaucoup chercher le rapport que les étudiants vont avoir aussi par rapport à l'évaluation. Donc, est-ce qu'on va être dans une logique d'action ou dans une logique d'apprentissage? Alors, tout dépendant comment on se positionne. Si je veux performer, donc je suis dans une logique d'action, bien, je veux que tu me dises quoi faire, puis je vais pouvoir le faire directement. Comme ça, je vais avoir une bonne note ou je vais réussir. Mais si on se place dans une logique d'apprentissage, bien, ce qu'on veut, c'est aller plus vers la réflexion puis la capacité à prendre soi-même des décisions à partir d'un ensemble de ressources. Vous vous rappelez, comme je reviens à la compétence, c'est pas juste des connaissances, c'est la mobilisation. Donc, c'est ça, tout dépendant de l'intention qu'on a. Mais merci de préciser cet élément-là. On les voit, ces résistances. Carole! Allô, Carole! Bonjour, bonjour Mylène. J'étais très contente de participer à ton atelier. Alors, moi, j'ai choisi la numéro 15, Oui. le tai chi. Pourquoi? Mais premièrement, parce que je fais du tai chi. Alors, dans le tai chi, il y a toute la partie sur la connaissance des mouvements. Donc, si je fais le parallèle avec le programme de formation, la progression des apprentissages, les stratégies d'enseignement, il y a des choses à apprendre. Ensuite, il y a tout l'aspect pratique, mais dans la pratique, c'est le faire ensemble, en proximité. Alors, c'est vraiment la co-construction et le rôle de facilitateur. Et par après, mais qu'on le veuille ou pas, chacun a son rythme. Mhm. Ça ne peut pas s'imposer et chacun a sa signature en tai chi, comme dans la vie. Et en finale, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande des années de pratique sans fin. Donc, il n'y en a pas de fin pour développer de l'aisance, développer la mémoire du corps, de la souplesse, améliorer la santé et développer la capacité de méditation. Mhm. Donc, je fais le parallèle avec la capacité de réflexion. Mhm. Alors, voilà pourquoi j'ai pris 15. Oh, super! C'est un portrait très complet, une analyse très fine qu'on peut Merci. voir. Oui. Tu connais un peu mes cadres, Oui. Carole, ça paraît. OK, je reviens. Bon, excusez-moi, je reviens. Où est-ce que nous en étions? Alors, après cette exploration, merci beaucoup à tout le monde pour les partages. J'aime bien vous entendre. Moi, c'est ce que je trouve le plus riche. Mais bon, enfin, je sais que vous êtes venus pour que je m'impose avec vous. Alors, je poursuis. Donc, je voulais entrer dans les aspects peut-être un peu plus concrets sur, d'accord, OK, Mylène, tu nous dis qu'on va accompagner, qu'on peut jouer différentes postures, mais concrètement, là, à quoi ça peut ressembler, quelle démarche on peut mettre en œuvre. Puis évidemment, je n'entre pas dans tous les détails parce que je vous l'ai dit, je pourrais en parler vraiment très longtemps. On a un programme court sur l'accompagnement du développement des compétences ou en tout cas, l'accompagnement du développement professionnel des enseignants. Donc, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à faire. Mais je vous propose des pistes sur l'observation, le questionnement, la rétroaction, puis ensuite, j'irai vers l'accompagnement de la réflexion parce que c'est vraiment au cœur du développement des compétences. Donc, j'ai repris là, à différents endroits des éléments de cours qui nous permettent d'aborder ces différentes questions-là. Et d'abord, en termes d'observation, il m'apparaissait important de faire quelques distinctions
essentielles. D'abord, l'importance de distinguer un fait et un jugement parce que bien souvent, on va glisser très rapidement vers le jugement. Donc, le fait, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit sans interprétation, ou en tout cas le moins possible. Donc, une action, un événement qui a eu lieu, c'est quelque chose qu'on peut soit observer directement quand ça se passe ou observer dans un travail, par exemple, dans des traces quelconques. Alors que le jugement, ben, ça va aller vers l'appréciation qu'on va faire de ces différents faits-là. Ça peut évidemment être soumis à différents biais. Je n'en ferai pas la liste exhaustive, mais simplement dire que une appréciation peut être teintée par différentes croyances qu'on va avoir, par exemple, par rapport aux personnes avec qui on va intervenir. Ça me permet donc d'aller vers la distinction à faire entre observation et évaluation. Donc, l'évaluation, elle va être liée davantage au jugement qu'on va porter. C'est une appréciation à partir de certains critères où donc on va confronter des informations, des faits avec des critères qu'on s'est donnés. Et idéalement, bien, quand on fait ce type d'évaluation-là, j'y reviendrai, mais on veut appuyer ce jugement sur différentes traces qui vont nous permettre d'apprécier ce que la personne a fait ou d'apprécier le développement de ses compétences. L'observation, bien, elle va servir, entre autres, à l'évaluation, mais elle va servir à accompagner la personne. Donc, ça va nous servir à recueillir différentes données, qui ne se limitent pas à la perception des choses, c'est-à-dire que pour observer, des fois, j'ai besoin d'aller comme un peu plus loin. C'est pour ça que je vais vous parler du questionnement. Mais ça requiert aussi la capacité à sélectionner des informations pertinentes. Donc, je peux avoir un ensemble de données que je vais recueillir, mais il faut que je sois capable de cibler qu'est-ce que je vais retenir et d'organiser tout ça. Là, attention, un élément observé ne peut permettre de déterminer à lui seul directement la compétence d'une personne. Donc, on disait que la compétence, c'est complexe, c'est contextualisé, c'est évolutif. Hein, vous vous rappelez de toutes ces, ces caractéristiques dont on a parlé. Donc, pour être capable d'aller vers ce jugement, cette évaluation, cette appréciation du développement d'une compétence, il faut que j'ai plusieurs traces que je sois allée au-delà de ce que je peux percevoir assez simplement. Je reviens sur ces aspects-là quand on va parler de questionnement. Il y a un exercice que j'aime beaucoup faire. Je ne peux pas le faire avec vous aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de temps, mais moi, j'aime bien proposer à mes étudiants, quand je parle d'observation, j'aime bien leur proposer de regarder, par exemple, une vidéo d'un enseignant ou d'une enseignante qui est en train de faire une activité. Ça n'a pas besoin d'être long, là, ça peut être 10 minutes. Puis, je les lance sur cette idée, bien, allez-y, observez, prenez des notes sur ce que vous voyez. OK? Juste d'y aller de cette façon-là sans donner trop de consignes. Donc, d'y aller avec une observation qui est un peu plus intuitive. Puis là, ensuite, on parle de l'observation, on parle de la démarche qu'on peut faire, on parle des biais, on parle des outils qu'on peut utiliser. Puis là, ensuite, on refait une observation en utilisant différents outils, puis en se donnant des intentions. Puis là, on compare ce qu'on est allé chercher dans une démarche ou dans l'autre. Tu sais, on fait comme un pré-post, pré-observation avec aucune consigne, voir comment la personne fonctionne. Puis après ça, on se donne vraiment une intention des outils. Puis là, on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire ressortir. Et là, on se rend compte finalement que quand on a des intentions, là, quand on a une démarche qui est claire, qu'on a des intentions, qui peuvent être liés soit à la personne qu'on accompagne, donc ses besoins particuliers, ou au contexte, qu'on choisit des outils qui sont pertinents en fonction de ces intentions-là, qu'on varie les moments, les contextes, les traces qu'on va aller chercher, bien, on se rend compte que notre observation va être beaucoup plus porteuse pour pouvoir accompagner la personne par la suite. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut développer.
Là, vous allez peut-être me dire, mais Mylène, des outils, des exemples d'outils. Je vais vous donner juste comme c'est en éducation toujours, mais ça va vous permettre de voir un peu ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça, c'est un exemple de grille que moi, j'utilise moi-même quand je vais observer des stagiaires. Bon, j'ai ce qu'on appelle le triangle pédagogique ou didactique, où j'essaie de noter ce qui relève de l'enseignement, ce que la personne stagiaire fait, ce qui relève de l'apprentissage, ce que font les élèves, ou ce qui relève des objets d'apprentissage, les contenus qui vont être abordés, donc la façon dont les contenus, les aspects comme plus didactiques. Et là, moi, je me prends des notes avec ça, je me mets des forces, je me mets des défis et je me mets des questions ou rétroactions que je veux donner à la personne. Donc, c'est un exemple d'outil que je pourrais utiliser. Il y en existe plein d'autres. Je pourrais noter des comportements observés, des commentaires, réflexions que je voudrais susciter avec la personne en me mettant un code. Un autre exemple qui est proposé par Hudson, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je perçois dans le format d'un diagramme de Venn. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se munir de certains outils qui vont nous permettre de systématiser un peu plus notre observation, notre prise de notes dans cette observation-là. Donc, petit partage rapide, là, bien sûr. Donc, ça, c'est pour la démarche d'observation. Ensuite, il y a aussi des conditions qui sont favorables ou non à ce que cette observation-là soit réussie et soit porteuse. Hein? Je veux dire, on peut observer, mais l'idée, c'est que ça puisse aider, soutenir notre accompagnement, puis éventuellement peut-être notre jugement aussi, notre appréciation du développement des compétences de la personne. Donc, ça s'applique à l'enseignement, mais je pense qu'il y a des éléments qui pourraient très bien être transposés. Donc, je me suis appuyée ici sur les travaux de Lazagabaster et Sierra, où ils mentionnent que c'est rare que quelqu'un aime ça, être observé, surtout dans une perspective d'évaluation. Donc, c'est quelque chose qui peut être comme stressant, intimidant, créer un malaise parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être mis en question. Donc, il faut qu'on soit capable d'abord et avant tout d'établir une relation de confiance avec la personne. Ça, c'est peut-être comme les éléments de base là, à mettre en place. Puis ensuite, ils identifient 10 éléments essentiels, donc d'avoir un environnement qui soit soutenant, convivial, bienveillant, d'avoir un temps suffisant. Je parlais tout à l'heure d'observer dans des contextes qui sont variés, de façon assez longue. Donc, aller observer 5 minutes, ça ne va pas nécessairement nous donner un portrait juste de la réalité. D'avoir une observation qui est discrète où on intervient le moins possible. Bien, évidemment, ça dépend des cas. Là. Je repense à Evelyne en sciences infirmières. Il y a peut-être des moments où il faut intervenir là, parce que ça peut être dangereux. Donc, évidemment, tout cela dépend des contextes. D'avoir des objectifs, des intentions qui sont clairs dès le départ. D'avoir une critique constructive et sans jugement. J'y reviens, je vais parler de la rétroaction dans quelques instants. Idéalement, c'est bien si l'observateur peut avoir une certaine expérience, qu'il y ait une coordination, une concertation entre les personnes, que ce soit pas un exercice détaché de la réalité de la classe. On le disait, la compétence, c'est quelque chose de situé dans des contextes spécifiques. Donc, on peut faire là, des simulations, puis les simulations peuvent nous aider, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aussi, dans le cadre d'un stage, là, être capable de réaliser des observations plus authentiques. Fait de façon systématique pour mener à des bénéfices qui sont réels et idéalement être volontaire ou en tout cas qu'il y ait une certaine ouverture par rapport à cet aspect-là. Si on voit qu'il y a beaucoup de réticence, bien là, il faut peut-être travailler sur les éléments de la relation de confiance puis les intentions qu'on a aussi. Donc, si on met tout de suite au clair que nos intentions sont celles d'accompagner la personne, de soutenir et non pas de porter des jugements, bien, à ce moment-là, ça risque de rendre les choses un peu plus faciles, l'ouverture plus présente. Ensuite, bon, c'est un élément que je mentionnais tout à l'heure, mais
la compétence, ce n'est pas seulement ce qu'on réussit à percevoir. Il faut souvent aller creuser derrière la boîte noire, faire l'analyse de la boîte noire pour être capable de comprendre ce qu'on a observé. Donc, je vous laisse ici un schéma avec quelques pistes de questions qu'on peut poser à la personne. Bon, certaines sont vraiment liées à l'enseignement, là, mais pour d'autres aspects, tu sais, par exemple, quels étaient tes objectifs ou tes intentions quand tu as proposé ou posé ce geste-là? Pourquoi es-tu intervenu à ce moment-ci, à ce moment-là? Quels sont les ajustements que tu as effectués? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui t'a guidé dans ta prise de décision? Moi, ça, ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour moi. Au-delà de ce qui pourrait apparaître comme une erreur dans une observation donnée, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui a motivé ces choix-là pour la personne, puis aussi quel regard la personne porte. Donc, je leur dis souvent ça à mes étudiants, ça ne me dérange pas que tu fasses des erreurs ou que tu ne saches pas comment réagir à un imprévu. Ça fait partie de la vie d'un enseignant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas réfléchir à cette situation-là qui s'est déroulée. Ça, c'est beaucoup plus l'élément qui va m'intéresser. Donc, je remets cette petite pensée du Petit Prince où il nous rappelle que l'essentiel est invisible pour les yeux parfois. Donc, se rappeler cet élément-là de éviter d'aller tout de suite, hein, je faisais le lien, en tout cas la distinction fait-jugement, éviter d'aller tout de suite dans le jugement de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que la personne a fait à ce moment-ci? Tu sais, c'est dangereux. » Oui, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi la personne a fait ce choix-là à ce moment-là? Il y a peut-être des choses qui expliquent, puis là, je vais mieux comprendre pourquoi on est allé dans cette situation-là, puis on pourra réfléchir après peut-être à d'autres façons d'agir qui soient préférables. Une des démarches que j'aime bien pour m'assurer, bon, je vous disais que moi, j'aime beaucoup le questionnement plutôt que d'aller, par exemple, vers le conseil. Puis, une des démarches qu'on peut utiliser, c'est cette démarche esquivée. Donc, une fois qu'on observe, s'assurer d'écouter ce que la personne a à dire sur le déroulement de l'activité. Je commence souvent en posant des questions ouvertes. Tu sais, donc, on fait une observation. Par exemple, je viens faire une visite de supervision, puis là, je vais diriger une rencontre à 3 avec la personne enseignante associée, la personne stagiaire. Puis là, les premières questions que je vais poser souvent, c'est et puis, comment ça s'est passé pour toi, l'activité que je viens d'observer? Qu'est-ce que tu aurais envie de me dire par rapport à cette activité-là, ou en tout cas, ce moment-là que j'ai observé? Donc là, je laisse vraiment le choix à la personne d'aborder les sujets qu'elle souhaite. Donc, on voit vraiment comme une ouverture là, à ce que la personne aura ciblé elle-même dans l'expérience qu'elle va avoir vécue. Puis ensuite, on peut aller sur des questions qui seraient liées à nos observations. Donc, vous voyez, écoutez d'abord, ensuite, sélectionnez peut-être 1 ou 2 éléments essentiels en lien avec les observations et questionner la personne stagiaire. Ensuite, informer de ce qu'on a vu. Il y a peut-être des éléments qui n'auront pas été abordés puis desquels on aura envie de discuter. Valider les aspects qui sont soulevés par la personne stagiaire, élaborer un plan d'action avec des objectifs, des moyens pour les atteindre et responsabiliser la personne stagiaire en lui demandant de faire un bilan des échanges. Donc, c'est un type de démarche qu'on pourrait avoir quand on fait un entretien post-observation, qu'on veut réfléchir sur des éléments de pratique. Et là, bon, vous voyez ici, il y a aussi un autre exemple de grille d'observation, de questions par rapport aux compétences professionnelles, où on a cette démarche comme en 3 temps, où on va identifier des faits qu'on va observer. On va transformer ces faits-là en questions. Donc, quelles sont les questions que je voudrais poser par rapport à ces éléments-là que j'ai ciblés dans mon observation? Et j'indique à quelles compétences professionnelles c'est relié. Donc, il y a vraiment cette mise en relation-là qui est faite. Et j'ai mis cette citation que je trouve très intéressante, où je reviens un peu à ce que David mentionnait tout à l'heure. Souvent, ils veulent qu'on leur dise quoi faire. Mais notre rôle d'accompagnateur, ce n'est pas de dire, mais de faire dire.
Si on dit les choses, ben ça se peut que les stagiaires s'en rappellent puis que ça les marque à tout jamais, là, mais les chances sont plus grandes qu'ils oublient que si ils ont eux-mêmes réussi à faire certains liens. Quand on veut stimuler l'articulation entre les savoirs, pas juste théorique et pratique, mais je résume de cette façon-là, ça va être beaucoup plus porteur s'ils arrivent à relier des situations qu'ils ont vécues, des expériences vécues, qu'ils réussissent à faire des liens avec les savoirs qu'ils ont acquis. Donc, on va essayer de privilégier cette perspective-là de faire dire les choses. Ensuite, quand on a fait tout ça, là, on a observé, on a questionné, on est allé au bout des choses, je dirais, là, on peut aller vers de la rétroaction ou, bon, tout dépendant des stagiaires, il y a des stagiaires avec qui c'est plus difficile le questionnement, puis on voit que même si on questionne, peu importe la porte qu'on essaie de prendre, la façon dont on formule les questions, on sent que ça ne démarre pas, ça ne décolle pas. Donc, ils ont davantage besoin, des fois, qu'on leur donne des rétroactions. Puis là aussi, j'ai essayé de cibler différents éléments qui pourraient être importants pour avoir une rétroaction qui soit la plus porteuse possible, la plus constructive possible. Donc, j'ai repris certains éléments qui sont proposés par La Fortune et Turcotte dans un guide là, sur les rétroactions, où ils placent la rétroaction sur un continuum qui va de peu réflexif. Donc, quand on est plus dans une approche ou un rôle d'imposeur, on est plus ici, tu sais, j'observe, je te fais des commentaires sur ce que j'observe, je te conseille des choses. Tu sais, l'organisateur aussi peut être un peu dans cet angle-là, mais finalement, on suscite peu la réflexion de la personne. Ou alors, on peut être au milieu à j'observe ce que tu fais, ce que tu sais, comment tu le fais, je te donne mon avis, donc il y a une appréciation qui est faite. Je te demande ton opinion au regard de mes observations. Donc, il y a un dialogue qui se crée. Il pourrait même y avoir de la co-construction à ce moment-ci, là, où je suis quand même là avec toi, mais on réfléchit ensemble. Et ça va à l'autre bout du continuum à une rétroaction qui est très réflexive, où là, ce que je vais privilégier, c'est vraiment le questionnement. Donc, je t'amène à formuler, dire ce que toi, tu sais, identifier ce que tu sais, ce que tu fais, à réfléchir sur ta satisfaction par rapport à ta propre pratique, à établir ton propre plan d'action. Donc, je vais vraiment plus favoriser l'autodétermination, l'autorégulation, la responsabilisation de la personne à ce moment-là. Donc, quelques caractéristiques qui peuvent faire en sorte que la rétroaction va être plus efficace ou plus porteuse. Donc, essayez d'être plus dans la perspective d'informer plutôt que contrôler. Donc, délaisser un peu l'imposeur pour davantage donner des informations à la personne. Donc, nourrir, stimuler le développement de ses connaissances, de ses compétences. Idéalement, ce serait lié à une intention, donc un peu comme l'observation. Quand c'est ciblé, c'est souvent plus porteur et utile. Bon, j'ai mentionné ciblé. Idéalement, ça suscite la réflexion. C'est objectif et sincère, ou en tout cas le plus possible. C'est difficile de se sortir d'une certaine subjectivité parce que nous-mêmes, on a nos propres repères, nos propres biais, nos propres cadres de référence. N'a pas besoin d'être toujours quantitative, là, ça peut être vraiment très qualitatif. Elle devrait être rapide et donnée au moment opportun, c'est-à-dire que si je vais faire une visite de supervision, bien, idéalement, je fais des rencontres tout de suite après l'observation. Si je fais une rencontre une semaine plus tard, ben, ça se peut que ça soit plus difficile. Ça dépend comment on réalise l'observation. Si on a la chance d'utiliser la vidéoscopie, tu sais, qu'on a des moments captés sur image, bien là, on peut les revoir de nouveau. Mais il reste que ça peut être difficile quand on pose des questions, par exemple, à la personne sur ses intentions, bien là, ça peut être difficile 2 semaines après de revenir à pourquoi j'ai pris cette décision-là, pourquoi j'ai posé ce geste-là, je ne me rappelle plus. Donc, il peut y avoir un effet là, de perte de mémoire dans le temps. Donc, idéalement, on fait les rétroactions plus près du moment où
où on réalise la tâche ou l'activité. La rétroaction devrait être fréquente, devrait être positive. C'est important de ne pas cibler, vous voyez, là, dans la grille que moi j'utilise, il y a force et défi. On a tendance souvent à avoir une approche qui est basée sur les déficits. Voici ce que tu as fait de pas correct, voici ce que je ferai autrement. Mais il y a tout un courant où on peut travailler à partir vraiment des forces des individus. Donc, il y a très bien moyen, je vais en parler là, quand je vais parler de réflexion, mais de partir de moments qui sont des moments de succès, de réussite, des expériences positives, puis décortiquer ces éléments-là aussi pour voir pourquoi ça s'est bien déroulé. Donc, quand c'est positif, il y a beaucoup plus de chances qu'on aille toucher les sources du développement, du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, qu'on soit capable de nourrir cet élément-là, de nourrir la confiance, puis à terme, c'est ce qu'on veut pour que la personne puisse se développer. Elle est personnelle et adaptée. Et si je dois la faire dans un groupe, je m'assure de la répartir. Hein. Donc, je ne veux pas toujours donner des rétroactions aux mêmes personnes. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. J'ai laissé aussi, je ne vais pas faire tout le détail, mais j'ai laissé quelques pistes proposées par Forêt et Lamar sur la rétroaction constructive de manière générale, mais aussi pendant et après les observations qui peuvent être réalisées. Donc, là aussi, ça peut vous donner une piste de démarche là, si vous menez des entretiens de rétroaction avec les personnes que vous accompagnez. Ça va toujours bien? Rodney? Je n'ai pas oublié ta question, Stéphanie. Je vais y arriver dans cette section-ci. Je prends une petite gorgée d'eau. Ça vous laisse la chance si jamais. OK, alors. Je trouvais très important de consacrer un petit bout sur l'accompagnement de la réflexion parce que je pense avoir bien mis en valeur le fait que la réflexion va être porteuse du développement des compétences. D'ailleurs, pour certaines personnes, c'est vraiment considéré une métacompétence là, qui va servir de levier à l'ensemble du développement de l'ensemble des autres compétences professionnelles. Donc, une petite définition ici de ce que pourrait être la réflexion, un processus systématique de création de sens qui lie l'expérience vécue à d'autres expériences ou à des concepts théoriques. Donc, vraiment cette idée-là d'un processus qui va nous permettre de faire l'articulation des expériences et des savoirs. Je déplace ma petite fenêtre ici. Oui, cette remarque de Boutet aussi sur le fait que bien souvent, le point de départ de l'activité réflexive, ça va être l'observation de certains événements qui vont être vécus. Donc, en partant d'expériences concrètes, c'est un des intérêts d'avoir des programmes en alternance. En partant d'expériences concrètes, on est capable de se servir de la réflexion pour être capable d'en dégager des apprentissages. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre un certain recul, d'être dans une distanciation de ce qui va être vécu pour être capable de stimuler ce développement-là. Donc, comment on peut s'y prendre? Il y a Agnès Despris, qui est une collègue belge qui s'est intéressée à cette question-là, à la manière dont on pouvait favoriser un accompagnement réflexif. Elle nous dit, bon, d'abord dans le petit bout, l'extrait que j'ai recueilli dans son texte, nous dit d'abord que ce n'est pas évident, la réflexion, qu'on a tendance à penser que ça se fait de façon intuitive, mais qu'il y a finalement plusieurs obstacles qu'on peut rencontrer, que ce n'est pas nécessairement toujours enseigner ni accompagner cette réflexion-là. Donc, on s'attend que les gens le fassent un peu naturellement, de façon autonome. Mais que finalement, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Puis elle nous parle de certains leviers de la réflexivité, des ingrédients qui vont favoriser la réflexivité de la personne étudiante, donc d'abord qu'il y ait un climat bienveillant,
par les formateurs, mais aussi pour la personne elle-même, hein, qu'elle soit capable d'accepter une certaine vulnérabilité, d'accepter de voir les erreurs plutôt comme des défis à surmonter, se laisser le temps, admettre que ben, on est chacun soi-même, on a une unicité, puis ça fait partie de notre dynamique de développement aussi. Il faut accepter de s'engager. Ça, c'est quelque chose qu'on va réaliser souvent. Là, moi, j'ai fait différents travaux de recherche en lien avec la réflexion. Puis on se rend compte des fois que si la réflexion n'est pas tout à fait porteuse de sens, ben la personne peut se conformer aux attentes, mais on n'est pas réellement dans un processus authentique de réflexion. Donc, il y a comme cette idée-là qu'il faut essayer de stimuler aussi. Il faut que ce soit une pratique contextualisée, qu'on soit dans une posture de prise de recul, qu'il y ait un dialogue. Donc, je vais revenir là, sur le fait que on va idéalement privilégier une complémentarité de dispositifs, certains qui vont être plus dans la réflexion individuelle, mais aussi la réflexion qui est collective. Donc, d'avoir un peu cette idée d'interaction avec les autres également, puis un dialogue aussi avec l'ensemble des savoirs, dont les savoirs théoriques. Et puis, on peut utiliser différents outils. Et je vous laisse aussi avec cette question-là, à savoir, est-ce qu'on laisse suffisamment d'espace pour apprendre la réflexion aux stagiaires ou est-ce qu'on attend plutôt par la réflexion des preuves de maîtrise, ce qui fait qu'on l'utilise pour évaluer, mais ce n'est pas quelque chose qui accompagne nécessairement puis qui va vraiment soutenir le développement des compétences. Donc, il y a cette clarification-là qu'on pourrait avoir là, sur les intentions qu'on se donne quand on veut utiliser des dispositifs de réflexion. Donc ici, je vais aborder ta question, Stéphanie. Il y a différents modèles, dispositifs de réflexion qui existent, puis on peut les travailler à partir de diverses traces de pratique également. Donc là, évidemment, je n'ai pas la chance d'entrer dans tous les détails. Puis bon, mes modèles à moi sont vraiment des modèles qui sont ancrés dans l'enseignement. Mais il y a différents modèles conceptuels qu'on peut utiliser. Donc, comment on se représente finalement, c'est quoi ça, la réflexion, la réflexivité, la pratique réflexive? Déjà, ces termes-là sont porteurs d'une certaine conceptualisation. Mais il y a les collègues Correa Molina et autres qui ont travaillé un peu à débroussailler les différents modèles qu'on peut retrouver. Donc, des fois, on va parler de modèles qui se rapprochent de la résolution de problèmes pratiques, d'analyse de pratiques, d'argumentation de pratiques. Des fois, on va avoir des niveaux de réflexion. On va classer là, la réflexion en fonction de différents niveaux de profondeur, on va dire, ou de contenu de réflexion. Donc, il en existe plusieurs. On peut en présenter, moi j'aime en présenter plusieurs aux étudiants aussi parce que j'aime qu'ils aient un éventail d'outils qu'ils peuvent utiliser en fonction de la situation ou de leurs besoins. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, on peut se servir de différents dispositifs. Donc, moi, j'utilise entre autres ces éléments-là dans le cadre de mes cours. Donc, des études de code, une approche de co-développement, une approche d'amis critiques, des cercles pédagogiques. Ça, j'utilise ça avec l'argumentation pratique notamment et la vidéoscopie. On peut avoir des approches plus appréciatives aussi. Là, il y a une approche où, plutôt que de travailler sur la résolution de problèmes, donc être vraiment dans le défi puis le déficit, ben, on part d'intentions positives qu'on veut se donner en travaillant à partir de nos forces. Donc, ça peut être aussi une autre façon là, de travailler la réflexion des personnes. Et on peut utiliser à ce moment-là différentes traces. Donc, ça peut être des observations directes qu'on fait, ça peut être de la vidéoscopie, des enregistrements audio. Si je pense, par exemple, aux personnes qui sont en psychologie, ben, tu sais, d'avoir un échange audio, ça peut être suffisant là, pour démarrer certains aspects de réflexion. On peut travailler à partir d'incidents critiques, de récits de pratique, de journaux de bord, etc. Donc, quand je disais tout à l'heure, avant de porter un jugement, utilisons plusieurs traces, questionnons de différentes façons. Bien là, il y a vraiment un éventail d'outils dont on peut se servir dans ce sens-là.
Si je reviens sur la question des dispositifs de réflexion, donc, je vous disais, il y a des dispositifs qu'on peut utiliser qui vont être davantage individuels, d'autres collectifs. Puis, Stéphanie, ta question. Donc, tu parlais de supervision qui va se faire avec plusieurs personnes stagiaires. Donc, pour moi, là, c'est qu'on utilise des dispositifs de réflexion qui seraient peut-être plus collectifs. Puis là, je vais quand même me permettre de te demander, peux-tu me donner certains détails, par exemple, sur la question du leader négatif? Comment ça se Oui, présenterait? oui, certainement. Euh, donc, c'est des supervisions de groupe qu'on fait au bac et à la maîtrise en psychoéducation. Puis, donc, on peut être entre 5 et 10 étudiants dans un même groupe qu'on voit soit aux 2 semaines ou aux semaines. Oui. Donc, ça peut être des fois long à établir aussi un climat dans le groupe quand ça prend plusieurs temps avant de se voir. Donc, ma première question, c'était les outils que vous avez présentés sont vraiment intéressants. Les pistes de réflexion pour nous, pour améliorer notre accompagnement, c'est super pertinent. J'aimerais connaître le rôle du groupe dans l'accompagnement, dans la formation des stagiaires. Puis cette question-là me vient à une expérience passée où il y avait une étudiante qui avait quand même une bonne expérience pratique qui euh, défiait à chaque fois la rétroaction offerte par moi ou par d'autres stagiaires, puis était soutenue par les autres parce que justement, elle avait une certaine reconnaissance dans son exercice pratique. Donc, elle défiait la raison des travaux, la rétroaction. C'était tout le temps, c'était lourd. C'était assez lourd comme climat. Donc, c'est quoi le rôle du groupe dans la formation, puis comment qu'on fait pour préserver justement un climat qu'on veut bienveillant, puis co-constructif, puis que chacun puisse tirer profit à leur niveau. Donc, puis je voulais apporter de précision aussi. Tantôt, j'ai identifié la photo de l'imposeur, mais je pensais que la consigne, c'était relier les photos au style que vous avez montré. Là. Donc, je ne suis pas un imposeur, là, juste pour vous mettre en contexte, que c'est pas pour ça que j'ai un leader négatif dans le groupe. OK, je comprends. Merci. Je comprends. Pas de jugement ici. Il y a des situations ou des contextes de pratique qui pourraient requérir d'avoir une posture d'imposeur. Hein. Donc, le but c'est pas de dire genre, il y a des méchants puis des gentils là-dedans. Là. C'est vraiment comme une variété de postures. Sur le rôle du groupe, bon, je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. Tu sais, j'ai les limites de ne pas connaître comment ça se passe en psychoéducation, mais je vous donne quand même ma perspective sur l'idée du groupe. Bien souvent, bon, ça dépend comment on mène ce genre de séminaire-là. Mais moi, j'ai l'habitude, d'utiliser différentes modalités avec les étudiants. Fait qu'il y a ces moments-là, par exemple, où on va faire un tour de table, puis chacun va partager. Tu sais, je vais lancer une question de départ. Bon, par exemple, tu viens de débuter dans ton stage, c'est quoi tes premières impressions en un mot, tu sais? Donc là, tout le monde va faire le tour de table pour partager. Donc, il y a ce genre d'activités-là qu'on va proposer. Puis, il y a après d'autres activités plus ciblées où on va souvent partir d'éléments, de traces de pratique, justement. Fait qu'on va partir, disons, d'un incident critique négatif ou en tout cas problématique pour la personne. Puis, on va faire une démarche d'étude de cas avec ces éléments-là ou une démarche de co-développement par rapport à ces éléments-là. Fait que tout le monde va partir d'un même genre de traces de pratique, puis on va suivre une démarche. Fait que c'est comme si ça encadre un peu. Donc, tout le monde peut lancer un peu ses idées. Souvent, ça va se faire en sous-groupe aussi. Là. J'ai l'habitude de ne pas faire de groupe de plus de 4 personnes. Tu sais, ça va être des équipes de 3 à 4 personnes. Donc, c'est rare qu'on fonctionne en grand groupe par rapport à ces éléments-là. On est souvent beaucoup aussi dans le questionnement, plus que dans « Ah, tu devrais faire ceci ou faire cela ».
l'approche d'argumentation pratique que je mentionnais, puis les cercles pédagogiques, on va partir de vidéoscopie où les personnes vont se filmer, ils vont retenir un extrait de 5 à 10 minutes, par exemple. Et là, le défi, c'est de poser des questions à la personne, mais pas de donner des rétroactions. Vraiment de poser des questions à la personne pour comprendre qu'est-ce qui a motivé son action. Donc, essayer de voir si c'est des arguments qui sont plus d'ordre expérientiel, d'ordre théorique, d'ordre contextuel, par exemple. Donc, tout dépendant des questions qu'on va amener, on peut choisir de laisser la place ou pas à des rétroactions de la personne ou des conseils que la personne donnerait. Je ne sais pas si comme ça peut donner une piste, cet élément-là, là, mais d'orienter finalement, de ne pas juste ouvrir as-tu une question? Avez-vous des questions? Oui, OK, qu'est-ce que tu ferais dans ce sens-là? Puis que là, il y a des personnes qui prennent toute la place. Donc, quand on est comme en sous-groupe, puis qu'on a une démarche à suivre, bien là, tout le monde a comme la même position. Il n'y a pas de position hiérarchique de Ah, toi, tu as beaucoup d'expérience, fait que tu vas prendre toute la place, puis dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire, puis devenir un imposeur. Donc, je dirais que c'est par le type d'activité qu'on va proposer, les traces qu'on va aller chercher, la démarche en fonction du dispositif qu'on utilise qui peuvent nous permettre d'orienter un peu plus ces perspectives-là. Puis à ce moment-là, ben moi, je ne deviens pas non plus nécessairement, ça va arriver que je vais intervenir pour dire je vais nuancer certaines choses. Nous, par exemple, les étudiants vont arriver avec des fois des jugements par rapport à la personne enseignante associée ou aux parents. Ah, les parents, ils font pas ci, puis ils font pas ça. Je veux dire, bon, quand vous serez parent, peut-être que des fois, il y a des éléments contextuels qui arrivent. Tous les parents n'ont pas la même éducation, le même rapport à l'école, les mêmes contraintes. Donc, ça va m'arriver d'intervenir de cette façon-là ou de leur proposer des ressources, mais je ne suis pas la seule personne qui peut générer des idées ou des pistes de solutions avec les dispositifs que j'utilise. Je ne sais pas si ça aide un peu ou ça, ça répond à certains aspects. Oui, oui, entièrement. C'est très aidant d'avoir des outils sur quoi s'appuyer pour encadrer, justement. Je pense que je l'ai laissée s'imposer, donc elle est devenue un imposeur. Puis c'est là que j'ai perdu contrôle Oui, oui, oui. du climat. Ouais. OK, merci pour les outils. Pas de souci. Oui, je pense qu'on apprend ces choses-là aussi à mesure. Si je me remets moi aussi, quand moi j'ai vécu mon bac, j'ai côtoyé différents types de superviseurs de stage, puis on a eu donc différents séminaires comme ça. Puis il y avait des séminaires où, pour moi, c'était pas si porteur de développement de compétences parce que c'était juste, on va jaser, comme on jaserait dans un 5 à 7. Donc, c'est bien de ventiler, là. Moi, je laisse du temps à ventiler pour mes étudiants dans les séminaires, mais pour moi, c'est quand même, ça reste un cours, puis je vais souvent lancer des questions pour qu'on ait des discussions puis des réflexions qui sont orientées puis qui sont structurées autour de certains dispositifs. Donc, pour m'assurer qu'on est vraiment dans le développement de compétences puis qu'on n'est pas juste dans un 5 à 7 avec nos amis. Ça, tout le monde peut le faire à n'importe quel moment. Donc, on n'a pas besoin de moi pour ça. Donc, je termine avec le jugement évaluatif, puis ça nous permettra d'avoir quand même une petite période de questions aussi par la suite, si vous en avez. Donc, quelques dimensions de l'évaluation des compétences là, qui sont reprises ou en tout cas proposées, synthétisées par Monfette et Malo. Donc, une dimension interprétative, développementale et formative, parce que souvent, quand on parle d'évaluation, vous avez peut-être fait la conférence avec Nicole Monet, ma collègue, ou avec Jennifer Smith, qui sont deux expertes de l'évaluation, ce qui n'est pas mon cas, mais en tout cas, l'évaluation en stage, je m'y connais quand même un peu. On a souvent donc cette impression-là qu'évaluation égale note, là, qu'il y a vraiment la dimension certificative qui est associée immanquablement à l'évaluation, alors que, au contraire, l'évaluation, elle devrait quand même servir le développement des compétences, servir l'apprentissage.
Donc, dans sa dimension interprétative, il y a l'idée que la compétence, bon, avec toutes les caractéristiques qu'elle a, elle est inobservable directement. On ne peut pas voir juste comme cette compétence se réaliser, elle doit être décomposée. Notre appréciation, elle va être inférée à partir de différentes traces d'observation, de réflexion, de questionnement, de discussion qu'on va avoir. Et quelque part, elle repose sur la capacité de la personne stagiaire à expliciter sa pratique, ses choix. Donc, des fois, ces éléments-là peuvent venir aider ou nuire à la personne. Donc, il faut être conscient aussi de ce biais-là qui peut apparaître. Elle est indissociable du contexte, on l'a mentionné plus tôt. Et elle tient compte de la complexité des situations. Donc, ça va faire en sorte que dans notre jugement professionnel, je vous présenterai le processus tout à l'heure de jugement professionnel autour de l'évaluation des compétences, mais il va y avoir différents ajustements, des boucles d'ajustement qui vont se faire au fil de notre appréciation. Elle est développementale parce que ça se déroule sur une période relativement longue. Elle tourne autour de situations qui sont de plus en plus complexes et diversifiées. Il va y avoir dans la formation en particulier des niveaux de maîtrise attendus et des indicateurs de compétences. C'est ce qu'on peut voir là, dans les outils d'évaluation d'un ou de stages donnés. Elle est d'abord, avant d'être certificative ou sommative, elle est d'abord formative. Donc, on veut qu'elle puisse aider à l'apprentissage. Pour ça, bien, il faut qu'elle soit fréquente, qu'elle soit associée de commentaires qualitatifs. Qui est aussi, j'aime bien mentionner cette idée-là aussi, qui est des auto-évaluations qui puissent être faites, des fois des évaluations par les pairs aussi. Donc ça peut être le rôle de nos pairs pour permettre la prise de conscience de la progression de la personne. Et là, avec la question de David, tout à l'heure, je vous parlais de logique d'action ou de logique d'apprentissage. Ça vient d'un texte de Portelance et Caron qui porte sur le rapport à l'évaluation que des stagiaires vont avoir. Donc, on nous dit soit elles vont s'inscrire dans une logique d'action, donc on est plus axé sur la performance, l'efficacité. On veut viser l'appréciation positive de nos personnes formatrices. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est que des fois, la personne va subir l'effet du désir de conformité. Tu sais, on va se conformer aux attentes pour avoir une évaluation positive, mais on ne va pas vraiment développer nos compétences dans ce sens-là. Donc, des fois, on passe un peu à côté finalement de ce que devrait être en particulier la réflexion sur la pratique parce qu'on veut juste comme se débarrasser des différents travaux qui doivent être faits plutôt que de les utiliser vraiment comme levier pour se développer. Si on est dans une logique d'apprentissage, ben, on n'est pas tant axé sur la performance qu'on va avoir que sur la possibilité d'apprendre, sur les défis qu'on va relever pour se développer en termes de compétences. Puis, ce que ça permet, la logique d'apprentissage, c'est qu'on va plus souvent se situer dans une volonté d'amélioration, dans une plus grande authenticité, puis dans le développement d'une autonomie professionnelle. Donc, il n'y a pas tant, je ne veux pas dire que, encore là, c'est mal ou c'est bien, mais puis c'est pas comme je l'indique ici en gras, ce n'est pas mutuellement exclusif. Ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on peut à certains moments être plus dans une logique d'action ou être plus dans une logique d'apprentissage, mais c'est plus d'essayer de voir c'est quoi la place que la logique d'action va occuper. Est-ce que c'est toute la place ou est-ce qu'il y a quand même une certaine place qui peut être laissée à la logique d'apprentissage? Puis ça, des fois, il faut le rappeler à nos personnes stagiaires. Moi, je leur dis que c'est important qu'ils puissent progresser, qu'ils puissent évoluer dans le stage, que ce n'est pas grave de faire des erreurs, qu'on va les rattraper. Donc, il y a ces éléments-là parfois qu'il faut rappeler et surtout de rappeler que le stage fait partie de la formation. Donc, des fois, nos étudiants arrivent en séminaire, puis là, ils vont nous dire bien, comment ça se fait que je n'ai jamais appris à faire des bulletins à l'université?
Puis là, on leur dit, oui, mais ça, c'est le rôle du milieu. Tu vas apprendre ça pendant que tu es dans ton stage parce que c'est eux qui ont l'accès au logiciel, tu vas être en contact avec les parents, donc ça fait partie, c'est pas tu apprends toi à l'université, puis là, il faut que tu rendes compte de tout ce que tu as appris. C'est partie prenante. Ton stage est aussi un moment d'apprentissage. Donc, d'avoir vraiment comme peut-être de replacer des fois cette perspective-là, même si on ne veut pas évacuer, l'idée, ce n'est pas d'évacuer, l'idée de pouvoir être efficace dans ce qu'on fait. Il y a cette préoccupation-là qu'à terme, il faut que les élèves apprennent ou il faut qu'on soigne des patients ou il faut qu'on accompagne des personnes dans leur développement. On doit rendre un certain service, par exemple, mais le stage, il est fait d'abord et avant tout pour favoriser le développement des compétences. C'est pour ça que aussi, un autre élément, je trouve, qui distingue le stage de l'expérience professionnelle. On devrait être capable de se placer davantage dans cette logique d'apprentissage-là. Je vous disais que j'allais vous présenter le processus de jugement professionnel. Vous voyez que ce n'est pas simple, ce n'est pas une ligne droite sans tracas, ce sont des boucles continuelles. Où il va y avoir des appréciations provisoires, il va y avoir différents moments de prise d'information. Il y a une entrevue très intéressante avec Olivier Mess qui a travaillé sur cette question-là. Je pourrais vous la partager là, dans les ressources en lien avec le PowerPoint. Donc, quand je vous enverrai ça, je vous mettrai le lien de sa vidéo parce que je ne veux pas en parler en long et en large, mais simplement vous dire, vous rappeler cet élément-là que, bon, on parlait de la compétence qui évolue, de l'évaluation qui se fait sur le long terme, des informations variées qu'on va prendre, des interprétations, des questionnements qu'il va y avoir. Donc, tout ça, au final, va nous permettre de poser un jugement évaluatif, tant formatif qui accompagne le développement qu'éventuellement certificatif. Il y a aussi l'équipe de l'Université de Montréal qui a travaillé sur la manière de poser un jugement professionnel et de formuler des commentaires avec deux principes qui guident à la base. Donc, un principe lié à l'orientation, donc l'idée de guider sans trop baliser. Donc, proposer des repères, mais sans figer dans un carcan trop rigide. Et puis ensuite, le principe d'équilibrer, donc de conseiller sans surcharger. Donc, il va falloir, à partir du moment où on fait des observations, où on veut faire des rétroactions, il faut quand même cibler les éléments qui sont prioritaires. Donc, je vous laisse là quelques éléments là, qui peuvent permettre de cibler des commentaires de façon un peu plus éclairé, on va dire. Donc, de s'assurer de contextualiser les forces et les défis. C'est important de mentionner des forces. Hein. Je parlais tout à l'heure de l'approche des forces versus les déficits, mais si on n'identifie pas les forces de la personne, bien, on peut vite sombrer dans le découragement, la perte de confiance, la baisse du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est important d'aller nourrir ces éléments-là aussi à partir desquels on peut travailler. Cibler les priorités, puis identifier idéalement conjointement avec la personne là, des pistes d'amélioration, des pistes de développement, des pistes d'action pour pousser plus loin le développement. Je n'ai pas complété les ressources et références. J'avais de la misère à faire des choix, mais je vais faire ça avant d'envoyer le document à Rodney. Et ça nous laisse une dizaine de minutes, 15 minutes au besoin, là, si vous avez des questions. Vous pouvez les poser maintenant ou si jamais vous voyez que c'est une question ou des questions qui seraient plus approfondie, que vous auriez besoin qu'on se rencontre pour en discuter, que vous avez envie d'avoir des pistes de ressources que vous pourriez utiliser, que vous voudriez aller plus loin, n'hésitez pas à m'écrire. On pourra en rediscuter et puis j'arrête le partage. Je suis facile à trouver de toute façon, Mylène Leroux. Sur le site de l'UQO, il n'y aura pas de problème, vous allez pouvoir me repérer. Donc, ouverte à vos questions s'il y a lieu. Questions, commentaires, insultes, je prends tout, allez-y. Mais de préférence, pas tout le monde en même temps.
Oui, David. Oui, en fait, c'est drôle parce qu'au fur et à mesure que j'écoutais ce que vous disiez par rapport à l'encadrement des stagiaires, je me disais, je pourrais l'appliquer en cours, hein. Il y a un paquet de diapos, là, ça pouvait très bien fonctionner en cours, là, je me suis dit, bon, tiens, la rétroaction, oui, tiens, je pourrais peut-être faire ça plutôt que ça. Enfin, dans tout processus d'apprentissage, finalement, quoi. Dans un sens, bon, peut-être plus spécifiquement pour les observations de ça au cadre du stage, mais pour vraiment tout un tas d'éléments comme la rétroaction, etc. Bon, c'était plus une réflexion. Et puis après, l'autre remarque ou question, mais c'est vrai que par rapport à cette temporalité, en fait, euh, que j'évoquais tout à l'heure, je commence en fait à me dire, mais non, mais là, je pousse vraiment loin. C'est que les étudiants, c'est vrai qu'on a beau leur dire non, il faut faire de la réflexivité, il ne faut pas être là à vouloir que des réponses concrètes, etc. Bon, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on est prêt à recevoir et à un autre moment où on n'est pas prêt à recevoir? Et alors, bien sûr, le système pourrait bien fonctionner comme ça, mais je veux dire n'importe quoi là. Mais admettons, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à enseigner pendant 2 ans sans quasiment pas de formation, quoi? Je dis n'importe quoi là, c'est juste par l'absurde. Je raisonne par l'absurde. Et puis, au bout de 2 ans ou 3 ans, là, les questionnements vraiment arrivent parce qu'on est en confiance, et là, on est prêt à recevoir. Et moi, il y a cette idée malgré tous ces chercheurs qui travaillent et toutes ces propositions qu'on fait, cette idée en enseignement, en tout cas, je ne parle pas pour les autres domaines que je ne connais pas, mais quand les étudiants ne sont pas prêts à recevoir, on a beau développer toutes les compétences, mais c'est pessimiste ce que je dis là. Voilà. Parce qu'on Mais non, mais démissionne je tous, comprends. on Je comprends quand démissionne même. là, si Il j'ai y a des raison. moments où on n'a pas assez goûté à la pratique pour se poser les questions que nous, on pose. Donc, il y a comme cet élément-là qui peut apparaître. Puis, il y a des aspects desquels je n'ai pas parlé ou bon, moi, j'ai travaillé dans le début de ma carrière sur les liens entre la résilience et la réflexion sur la pratique. Puis, j'avais vraiment cette approche très rationnelle de la réflexion. Mais graduellement, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait de gros filtres qui pouvaient agir avant qu'on puisse accéder à cette réflexion rationnelle qui concerne tout ce qui est de l'ordre des émotions, tu sais, puis de l'importance de la régulation émotionnelle, puis de juste déjà de l'accueil des émotions qu'on peut vivre. Donc, tu sais, il y a l'idée d'avoir suffisamment de pratique. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument qu'on ait cette imbrication de cours et de stages. Autrement dit, je ne réserverai pas des stages juste à la fin d'un programme parce que pour moi, c'est beaucoup moins porteur. Je pense que dès très tôt dans un programme où on vise une alternance, il faut qu'on fasse une place à cette pratique-là pour que justement la personne soit confrontée à la réalité, à des situations concrètes et qu'on puisse partir de ces éléments-là. Mais cet arrimage-là ne se fait pas toujours bien non plus avec les cours. Il y a des gens qui vont juste enseigner les cours sans se préoccuper de ce que les étudiants vont avoir vécu, soit en stage ou dans des expériences professionnelles parallèles, là. Pour nous, c'est avoir fait de la suppléance, par exemple, ou avoir eu certains contrats. Mais bon, je n'irai pas à l'extrême de dire lancez-vous, puis après ça, vous verrez si vous avez envie de vous former. Comme un peu ça se passe en ce moment dans le contexte de pénurie. Mais oui, il y a des moments où on est prêt ou moins prêt. Puis en ce moment, je travaille avec surtout des personnes enseignantes associées qui accueillent nos stagiaires. Puis donc, elles font un retour à l'université dans un programme court de deuxième cycle. Il y a plusieurs personnes qui vont mentionner, ah, tu sais, j'étais vraiment réticente avant par rapport à la pratique. Puis là, je reviens, puis j'aime vraiment ça. Je me rends compte, tu sais, de tous les liens que tu nous amènes à faire. Puis c'est vraiment super riche, mais on dirait que je ne voyais pas ça avant. Donc, ça vient confirmer un peu là, cette impression-là que vous partagez. Il y a d'autres questions, remarques? Tout était limpide. Oui, Carole. Je vais me redonner la voix. Bon, alors premièrement, merci beaucoup Mylène pour tous les contextes théoriques que tu nous as présentés. Moi, ça m'est très précieux.
Et présentement, on est à travailler. J'ai comme préoccupation de travailler dans un programme de formation pour mentors des superviseurs. Mhm. Alors, je t'en reparlerai en temps et lieu, là, Oui, mais oui. je trouve que ça fait un bel équilibre. Et ce que je réalisais, c'est que dans tout ce qu'on aborde, il y a une chose à l'heure actuelle qu'on n'aborde pas, c'est lorsque nous accompagnons, ce que nous en retirons, nous, en tant qu'accompagnateurs. Oui. Parce que c'est une boucle sans fin, hein. On apprend des choses ou on aide, on accompagne des gens, mais ces gens-là nous permettent d'apprendre encore, et encore et encore. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'était très bien mené, madame. Merci Carole là, pour les encouragements. Puis si tu fais bien d'apporter ce point-là, c'est une diapo que je présente, mais bon, il a fallu que je fasse des choix. Et quand je parle, par exemple, d'une approche qui est basée plus sur les forces, il y a toute cette question-là de réciprocité dans la relation aussi, qu'on accompagne des personnes en formation ou en début de carrière. Ces personnes-là aiment sentir qu'elles ne sont pas toujours en posture de recevoir ou d'être soutenues. Elles aiment sentir qu'elles apportent quelque chose et qu'elles ont une place et qu'elles aussi peuvent avoir leur contribution. Donc, tu fais bien de le mentionner. Pour moi, les plus belles expériences de stage, ce sont celles où, justement, la personne enseignante associée va dire « Hey, ma stagiaire m'a apporté telle chose, j'aime tellement comment elle fait telle activité, comment elle utilise telle approche, elle m'a vraiment partagé des ressources. » Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est très porteur dans cette relation-là, dans cette réciprocité de la relation. Oui, merci pour cet ajout. Bon, je vois que Rodney a déposé des infos. Oui. Un petit remerciement et une petite invitation à la JBO.